Bonjour, ici Thierry Crignon. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer votre histoire. Une histoire, c'est quoi? Une histoire, c'est dans un premier temps l'internaute qui se la raconte. Il voit une photo, il interprète cette photo, il se raconte une histoire. Si je vous montre ceci, vous allez voir cela. Votre esprit va reconstituer ce fruit. Vous vous rappelez la précédente vidéo, la vision du monde. Donc, je répète, si je vous fais voir ceci, votre esprit va voir cela. Ah non, un Chinois, voire un Malaisien verra cela. Chacun réinvente ce qu'il voit. Avec ces fruits, je vous amène la preuve de la rapidité avec laquelle nous réinventons en fonction de notre vision du monde, de notre vécu. Vous voyez une orange, un Chinois voit un kunka. C'est un fruit, c'est pas le même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire naît de la première impression, immédiate. Seth Godin nous dit que nos ancêtres n'avaient aucune chance de survie s'ils avaient fallu réfléchir un jour avant de décider si l'homme de Néandertal qui venait vers eux était un ennemi ou un ami. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui nous ont légué la capacité d'évaluer la situation d'un premier coup d'œil. C'est bien. Les éléments d'une histoire s'agencent en un éclair. Ce qu'il faut savoir, les jugements instantanés ont énormément de poids sur notre histoire, ou sur l'histoire que l'internaute va se raconter. Vous vous rappelez les tulipes pour ma mère, par exemple. Si elle voit une tulipe, elle a une réversion pour cette photo. Les êtres humains font tout ce qui est en leur pouvoir pour confirmer leur jugement. Ils sont même capables de se mentir pour affirmer que leur jugement est le bon. Et vos clients potentiels formeront de tels jugements, indépendamment du fait que vous allez tout faire pour les attirer. La photo que vous allez mettre en avant sur le net va leur raconter une histoire, et cette histoire va faire qu'ils vont émettre un jugement, et ce jugement, ce sera un jugement définitif pour eux. Les êtres humains confirment leurs jugements initiaux en parlant à autrui. On a aimé quelque chose, on en parle aux amis, on n'a pas aimé, on en parle aux amis. On ne sait jamais quelle donnée, quelle chose déclenchera la véritable première impression, celle qui compte. Vous pouvez passer devant un magasin tous les jours sans vraiment le voir. Vous pouvez passer devant une affiche de publicité sans jamais la voir, sans vraiment la voir. Votre esprit la voit, la met dans un petit coin de votre tête, mais en réalité, vous n'avez pas. C'est au moment où vous allez vraiment la voir que cette première impression arrive. Or, on ne sait jamais en marketing quand cette première impression, quand vous allez voir la chose. On n'en sait pas, et personne ne sait. Les personnes et les hébergements authentiques ont nettement plus de chances que les autres d'inciter les internautes à écouter leur histoire, à croire, à la répéter. Si un client a eu une conversation désagréable quand il a essayé de retenir ou réserver sa nuitée, à ce moment-là, dans sa tête, sa réaction sera de détester tous les employés de cet hôtel ou de cet hébergeur. J'ai fait récemment la connaissance d'un nouveau client, une petite commune, sans âme. Je ne parle pas sans âme, c'est sans, d'ailleurs exactement, c'est sans une âme. Cette commune n'a absolument rien de spécial. Elle n'a pas de centre-bourg, même pratiquement pas de bourg. Elle a un seul commerce qui est légèrement excentré, qui est un bar-restaurant. C'est une commune agricole, je dirais même que ce sont des éleveurs avant tout. Et elle a 6 gîtes. 6 gîtes dont elle tire plus de 50% de ses revenus. C'est important pour une petite commune. Et en plus, elle a une mare à poissons. Je dirais presque une mare à canard, mais là, bon, en l'occurrence, c'est pour que les gens viennent pêcher. C'est une petite mare, hein, ça fait 300 mètres sur 50, c'est tout petit. Au début, je n'arrivais pas à analyser du tout cette commune. Qu'est-ce qui va inciter, ou qu'est-ce qui incite les gens à venir là pour dormir, pour passer un séjour d'une semaine, voire 15 jours dans certains cas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y a rien à voir, il y a un petit étang, d'accord, une petite mare, je dirais même. Le premier monument intéressant est à plus de 30 km. Les vignes qui sont pareilles à 25 ou 30 km. Donc,
Rien de réellement intéressant ne peut inciter l'internaute à venir héberger dans cette commune. Et pourtant, son taux d'occupation est de 75%. Je dis bien 75%. Il faut savoir qu'en Bretagne, le taux d'occupation est autour de 52-53%. En Rhône-Alpes, il doit être entre 49 et 50. Donc 75%, c'est au-delà des normes habituelles. Quelle est son histoire? Son histoire est avant tout son accueil. Son accueil, c'est Julie. Julie vous accueille toujours avec le sourire. Elle se plie en 4 pour vous aider, pour vous indiquer là où il faut aller en fonction de vos avis, de vos envies. Julie est toujours disponible. Enfin, en réalité, Julie n'est pas toujours disponible, mais elle donne l'impression de l'être. Julie se déplace dans le village à vélo. Elle a un vélo avec un petit cabas devant où elle met ses produits ménagers pour aller faire les ménages et puis tous les renseignements qu'elle a besoin pour aller voir ses locataires. D'ailleurs, la voici à vélo. Les clients ne parlent pas de l'hébergement. Quand j'ai interviewé les clients pour savoir quel impact avait l'hébergement chez eux, les clients ne parlaient pas de l'hébergement, ils parlaient avant tout de Julie, de son accueil, de son sourire, de sa disponibilité. Moi-même, j'ai loué dans ce village et moi aussi, j'ai fini par parler de Julie. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai parlé de Julie à mon épouse en lui disant, disons, accueil sympathique, etc. Mais je ne parlais pas de l'hébergement, je parlais de Julie, de son accueil. L'histoire de ces hébergements, de ces 6 hébergements, c'est Julie, tout simplement. Et que certainement la campagne qu'on va mettre en place pour ces clients va se focaliser autour de Julie. Les questions à se poser quand vous voulez raconter votre histoire, c'est quelle sera mon histoire? Que retireront les gens de leur séjour chez moi? Qui les accueillera? En l'occurrence, ici, c'est Julie, mais ça peut être vous, votre partenaire, votre employé. Mais qui va les accueillir quand ils arriveront? Est-ce que vous allez vous servir du thé, du café? C'est une autre question qu'on peut se poser. Quel service vous allez donner en plus? Quelles sont votre différence? Quels sont vos atouts? Ça, c'est le plus important. La croissance de votre hébergement va commencer par les questions que vous allez vous poser et quelles sont les bonnes questions. Les questions sur l'histoire racontée et non sur le service à vendre. Ça veut dire ne vous focalisez pas sur ce que vous avez à vendre, mais ce que vous apportez à vos clients. C'est une grande différence. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est une chambre avec votre bière. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. C'est pour dissuader ses clients, après avoir mangé chez lui, qu'un hôtelier-restaurateur français a décidé de mettre à disposition de ses clients une chambre à coucher s'ils avaient trop bu, s'ils sentaient qu'ils n'allaient pas pouvoir rentrer, et moyennant que 50% du prix de la chambre. C'est-à-dire qu'il faisait une réduction de 50% à tous les clients qui ont mangé chez lui, qui ont un peu trop fêté le repas. Et bien, les gens, pour éviter d'avoir à prendre la voiture, ce qui est extrêmement bien, ils pouvaient louer une chambre avec 50% de remise. Alors, vous allez me dire 50% de remise, c'est énorme, oui, mais à partir de 23 h, ce client-là est sûr de ne pas louer le reste de ses chambres. Donc, s'il lui reste des chambres, il les met à disposition de ses clients, ce qui permet de remplir son hôtel assez facilement. Et ça marche tellement bien que dans certains cas même, il en a parlé à des confrères restaurateurs et les confrères restaurateurs lui amènent des clients aussi, ce qui permet de remplir régulièrement entièrement son hôtel. Alors d'accord, effectivement, avec une partie à 50%, mais il vaut mieux avoir 50% que rien du tout. Et vous, votre histoire, ça va être laquelle? Voici 8 astuces enseignées pour raconter une histoire par les photographes professionnels. Alors bien sûr, ces photographes, c'est ce qu'on enseigne à les photographes professionnels, mais ça peut vous donner une idée de comment faire votre photo. Souvenez-vous que pour véhiculer un sens, il faut aider le public à comprendre ce que vous savez sur le sujet. Je vous
Je donne un exemple. Récemment, un client avait un superbe objet, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais l'objet était pris en photo par un photographe professionnel, l'objet est magnifique, mais personne ne savait à quoi il servait et qu'est-ce que c'était exactement. Sauf si on regardait la légende. Donc, conclusion, s'il fallait lire, l'internaute n'allait pas voir. Donc, ce message transmis n'est pas le bon. Parce qu'on ne sait pas quel est vraiment le sujet. Pour comprendre l'histoire, apprenez à observer, parler, écouter. Ça veut dire que vous avez déjà certainement des clients, à moins que vous soyez nouveau hébergeur, mais si vous avez déjà des clients. Donc, faites-les parler, écoutez-les et observez leur comportement. Cela va vous aider à construire votre image. Une belle image n'est pas forcément le début d'une histoire. Les images qui parviennent à communiquer et à capturer une histoire peuvent comporter des imperfections. Vous n'êtes pas photographe professionnel, vous pouvez avoir des défauts. L'image peut avoir des défauts. Ce n'est pas important. L'important, c'est de raconter une histoire. Retournez inlassablement sur le lieu où vous allez prendre la photo pour vraiment vous en imprégner et essayer d'en tirer le meilleur sens. Acceptez les contraintes techniques en se passant des règles de base. Vous savez qu'on a des règles de base, mais des fois en photographie, vous pouvez passer au-dessus de ces bases, si c'est pour raconter une bonne histoire. Sixièmement, ne pas tricher en ajoutant un objet pour s'aider à raconter votre histoire, sauf s'il appartient au contexte naturel du sujet. Autrement, vous mentez. Et ça, c'est le pire pour vous. Parce qu'un internaute déçu est un internaute qui véhicule un mauvais message pour vous. Évitez de prendre directement la photo et regardez attentivement autour de soi. S'imprégner de l'endroit pour comprendre ce qui se passe. Le nombre de photos prises sera sans doute faible, mais mieux ciblé. Et huitièmement, il faut être patient. Ça, c'est important. Il faut être patient pour tirer une bonne photo. Il faut savoir que quand je faisais du journalisme, on pouvait, avec le photographe, tirer lors d'un reportage 300 photos pour en tirer que 10 de bonnes qu'on mettait dans le magazine. Donc vous voyez, vous n'êtes pas le seul, le photographe va en tirer plein, et pour essayer de tirer la meilleure photo, ça c'est important. Donc n'hésitez pas à en prendre plusieurs, à être patient, à venir plusieurs fois, à prendre dans des différents contextes. Des fois, une journée brumeuse peut être beaucoup plus jolie que dans une journée extrêmement solide. Et voilà, prenez de jolies photos. Sur le net, c'est important. Vous avez 5 secondes pour convaincre l'internaute de rester sur votre site. 5 secondes, c'est... N'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, je vois beaucoup de clients qui essaient de faire des photos qui vont parler à tout le monde. Vous ne pouvez pas communiquer à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire une photo qui va plaire à tout le monde. C'est impossible. Regardez cette photo. Cette photo vous donnera envie d'aller, on est en Bretagne, hein, vu la bâtisse, une très belle piscine, des palmiers, ça va attirer certainement du monde. Sauf que si vous êtes mère de famille ou père de famille, que vous avez des enfants en bas âge qui ne savent pas nager, vous remarquerez que sur cette photo, il n'y a pas de barrière de sécurité. Donc, danger pour mes enfants. Donc, je ne louerai pas ce gîte. Vous voyez, on peut avoir deux langages. Si vous êtes en couple, vous avez des grands-enfants, il n'y a aucun danger. Vous viendrez, ça vous plaît, justement, il y a cette idée de liberté, de grandeur. Mais si vous êtes une famille, vous n'aurez pas envie parce qu'il y a un danger, il n'y a pas de barrière de sécurité. Cette seconde photo, ici, vous donnera envie, ou donnera plutôt envie aux randonneurs, aux amoureux de la nature, aux amoureux de la tranquillité. On voit une vue complètement dégagée sur les montagnes, c'est extrêmement beau. Par contre, vous allez avoir des randonneurs dans ce message que vous transmettez, vous allez avoir des gens qui veulent absolument de la tranquillité, qui ne veulent pas de voisins, donc ça, vous éliminez déjà des personnes. Amoureux de la nature, mais il y en a qui aiment la nature, mais juste un tout petit peu, donc ceux-là, on les élimine aussi. Et les randonneurs, vu la photo de là où elle a été prise, on se doute que si vous partez en randonnée de cette maison-là, vous allez monter et descendre. Ça veut dire pas de randonnée toute petite, mais vraiment de randonnée de haute montagne. Donc là, vous allez attirer des amateurs de la tranquillité, du non bruit pendant les vacances, des amoureux de la nature, et surtout des randonneurs, mais des bons randonneurs et randonneurs chevronnés. Et tout ça pour une seule image. C'est ce qu'elle transmet. Et ici, voilà la dernière image. Là, ici, on voit à l'inverse. On a le gîte. Hein, on voit une route qui est relativement plate. Et on se dit, tiens, on est près de la route, c'est pas très bien. Mais comme il y a des
des piétons au milieu de la route, on se dit, ça ne doit pas être une route extrêmement passante, puisqu'il y avait des piétons sur la route. Donc, ça va inciter aussi une forme de tranquillité. Et par contre, il transmet le message où c'est un lieu où on peut aller se balader, mais c'est relativement plat, on voit que la route est relativement plate, et ça va vous donner envie d'aller se balader pour ceux qui n'ont pas, contrairement à la photo précédente, envie de faire de la grande randonnée, mais simplement de la petite balade sympa, sans trop d'efforts, ou alors aux familles avec des enfants qui eux, n'aiment pas non plus souvent trop marcher. Ça peut être aussi des lieux où on peut donner envie d'aller faire du vélo. Un vélo relativement plat. En montagne, quand vous faites du vélo, si vous n'êtes pas un bon cycliste, vous avez des chances de ne pas apprécier du tout la plaisanterie. Là, ça donne l'impression de pouvoir aller, de partir du gîte en vélo et d'aller se balader tranquillement en famille. Donc, le message transmis est totalement différent. Allez, prenez des photos, racontez l'histoire, votre histoire, et qu'elle soit vous et pas un mensonge. Voilà, à bientôt.